Et voilà donc pour cette audition importante de Gérald Darmanin. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur LCP. Soyez les bienvenus. Une émission, ça vous regarde, un peu particulière, consacrée justement au débrief, comme on dit en beau français, de cette audition du ministre de l'Intérieur sous le feu roulant des questions des députés membres de la commission des lois. On va y revenir dans le détail avec 4 députés. Bonsoir Ludovic Mendes. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député Renaissance de Moselle, l'un des 5 rapporteurs de ce projet de loi. Bonsoir Edwige Diaz. Bienvenue, vous sortez tout juste, je le précise, de cette grande salle Lamartine à l'Assemblée où était auditionné le ministre de l'Intérieur. Vous êtes député Rassemblement National de Gironde. Bonsoir Anne-Laure Blin. Bonsoir. Bienvenue à vous, député Les Républicains du Maine-et-Loire. Et bonsoir Joël Jordanov. Ravi de vous retrouver. Jérémy, pardonnez-moi, député écologiste de l'Isère. Alors, que faut-il retenir de cette audition qui a duré plus de 3 heures? Eh bien, on va accueillir Elsa Mondagava qui nous en dit les temps forts. Tout de suite, on l'accueille. Bonsoir Elsa. Bonsoir Myriam, bonsoir Alors, à tous. métier en tension, aide médicale d'État, droit d'asile, que faut-il retenir de la prise de parole de Gérald Darmanin? Alors, vous l'avez dit Myriam, c'est vrai que c'était très attendu puisque ce projet de loi, ça fait 1 an qu'on en parle. Le Sénat s'en est occupé avant nous, mais c'est notre tour, enfin plutôt votre tour, vous les députés. Et je peux vous dire qu'on en a eu pour notre argent, vous l'avez dit, plus de 3 heures de questions-réponses du ministre. Le ministre qui joue gros sur ce texte de loi, mais dans les couloirs de l'Assemblée, on l'appelle Gérald Darmanin. On dit qu'il est le seul à pouvoir trouver une issue, une voie de passage. Alors, devant les députés tout à l'heure, il a résumé son texte avec une formule, elle est un peu plus compliquée que gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Donc, simplification drastique des procédures, intégration avec exigence d'intégration, notamment par la langue, travail de fermeté extrêmement fort contre les délinquants étrangers. Voilà l'ossature du projet de loi. L'ossature du projet de loi est donc une mission quasi impossible, trouver une majorité. Et quand on a suivi cette audition, on s'est dit c'est vrai que ça va être un sacré boulot. Pourquoi? Parce que déjà, quand il est face à la commission des lois, il est face au président de la commission des lois, Sacha Houlié, tenant de l'aile gauche de la majorité, qui lui dit tout le bien qu'il pense de la version du Sénat. C'est une loi qui nous arrive du Sénat, une loi qui, venant du Sénat, est joufflue, certainement excessive, et j'attire l'attention de la commission des lois sur le fait que certaines de ces boursouflures ne résisteront pas à un œil juridique avisé, ou du constituant, ou du Conseil constitutionnel, ou par ailleurs de l'examen qui sera celui de la commission des lois. J'invite aussi chacun à constater que certains ajouts sont politiquement regrettables. Ce sera certainement commenté ici sur la politique de santé publique, sur les mineurs non accompagnés, sur le code de la nationalité, et que, de toute évidence, les arguments juridiques ne se suffisent pas à eux-mêmes. J'invite la commission des lois à retrouver l'ambition et la lucidité du gouvernement initial en matière d'immigration. Alors ça tombe mal, le ministre, lui, s'était félicité d'avoir trouvé un accord avec le Sénat. Alors on va passer au reste des groupes politiques, même si on voit que dans la majorité, ça peut être compliqué. Avec qui trouver une majorité? On le sait, l'article 3, rebaptisé 4 bis, celui sur la régularisation dans les métiers en tension, eh bien c'est ce qui crispe à droite et à l'extrême droite. Écoutez, Yohann Gillet. Vous proposez, Monsieur le Ministre, derrière la prétendue fermeté affichée pour asseoir vos ambitions personnelles, d'adopter un article qui va aboutir à la vague de régularisation de clandestins la plus massive de l'histoire de notre pays. Oui, l'article 3 a été supprimé en hémicycle du Sénat après avoir été approuvé en commission, y compris par les LR d'ailleurs. Mais non seulement cet article a simplement pris une autre forme en l'article 4 bis, mais en plus votre majorité va tenter de le réintroduire sous sa forme initiale. Sous une forme ou sous une autre, le résultat est le même, vous souhaitez donner une prime à la clandestinité. Alors que la surreprésentation des étrangers dans la délinquance est une réalité et que 5 millions de Français sont sans emploi, votre projet va accentuer les avantages au profit d'étrangers clandestins, donc délinquants. Alors on avait senti Marine Le Pen un peu indulgente sur ce texte de loi, mais on a quand même le sentiment que le Rassemblement national durcit le ton. Alors on va se tourner côté droite, côté Les Républicains. La droite sénatoriale a voté le texte, mais ici les députés font monter les enchères. Ce qu'ils veulent, c'est rien que moins qu'une réforme de la Constitution. La gestion de l'immigration dans notre pays est largement dictée par des dispositions supranationales. Seule une réforme de la Constitution assurera une pleine effectivité de ce texte, redonnera à la France le droit d'accueillir sur son sol qui elle veut et la possibilité de se protéger d'une immigration massive et subie qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.
Vous le savez, Monsieur le ministre, le président de la République le sait aussi. C'est pourquoi nous avons déposé une proposition de loi constitutionnelle qui seule nous permettra de reprendre le contrôle. Nous verrons bien lors de son examen le 7 décembre prochain ce que le Parlement souverain en dira. Alors, que répond le ministre? Quelle est sa stratégie? Puisqu'on le sait, il a besoin des voix de la droite pour faire adopter son texte. Eh bien, il décide de placer les députés les Républicains face à leurs incohérences. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait d'imposer, comme dans tous les pays européens sauf 2, un examen de français pour un titre de séjour long? Est-ce que vous êtes pour ou contre que nous augmentions le temps d'assignation à résidence pour les personnes qui sont dangereuses? Est-ce que vous êtes pour ou contre la coercition pour qu'on prenne les empreintes des étrangers pour savoir s'ils sont mineurs ou majeurs et pour connaître leur identité? Est-ce qu'on est pour ou contre de criminaliser les passeurs? Est-ce qu'on est pour ou contre le retour du retrait du titre de séjour pour adhésion à une idéologie radicale? Il n'y a pas de disposition qui existe. C'est là, nous vous le proposons très clairement. Des gens qui sont dans la radicalisation, on puisse les expulser du territoire national. Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on supprime les dispositions qui aujourd'hui empêchent le ministre de l'Intérieur d'expulser des étrangers délinquants? Parce que, par exemple, ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans sur le territoire national. Il n'y a que la France qui a ça. Il n'y a que la France, et vous savez tous que ça a été fait au début des années 2000, et ce n'est pas de réforme constitutionnelle, ce n'est pas de réforme conventionnelle. Eh bien, si vous êtes pour, votez mon texte, semble dire Gérald Darmanin, à la droite et à l'extrême droite. Merci beaucoup Elsa pour ce tour d'horizon complet de ces 3 heures d'audition. Ce qui est sûr ce soir, c'est que ce texte va être réécrit par les députés. La question, c'est jusqu'où le sera-t-il? On sait que le ministre de l'Intérieur, Ludovic Mendes, lui-même Gérald Darmanin, n'est pas favorable à tout ce qui a été voté au Sénat. Il l'a dit. On va prendre le totem, le premier sujet qui intéresse les Français, l'article 3, rebaptisé 4 bis au Sénat, la régularisation des étrangers qui travaillent dans les métiers en tension. Vous souhaitez revenir à l'exacte version initiale, telle que le gouvernement a proposé cette version dans l'article 3 ? On souhaite réécrire l'article d'une autre façon. On ne veut pas que ça soit potentiellement un droit opposable, en même temps on ne veut pas que ce soit à la main des préfets comme ça a été fait par le Sénat. C'est-à-dire droit opposable, qui soit automatique, préfet, un droit qui soit potentiellement automatique, ou alors le choix du préfet qui dit je vous donne le titre parce que vous remplissez certains critères. Sinon, autant maintenir ce qu'on appelle la circulaire Valls, mise en place par à l'époque le Premier ministre Valls, ministre de l'Intérieur à ce moment-là d'ailleurs, sur le fait de pouvoir régulariser certaines personnes parce qu'elles sont présentes depuis plus de 5 ans sur le territoire, qu'elles travaillent, qu'elles ont une famille. Il y a un ensemble de critères qui sont possibles. L'idée, c'est de faire en sorte d'apporter des réponses. Je rappelle qu'avec cette circulaire Valls, on examine l'équivalent de 100 000 dossiers par an. Il y en a 30 000 qui sont régularisés et environ entre 7 et 10 000 par an qui sont régularisés au titre du travail. Et c'est comme ça depuis des années, même avant la circulaire Valls. C'est insuffisant selon vous ? Même avant la circulaire Valls, sous Nicolas Sarkozy, alors qu'elle n'existait pas, il y avait 30 000 régularisations par an. On ne sait pas si c'est suffisant, mais au moins on apporte des réponses à des personnes qui ont des besoins. La majorité des personnes concernées sont des personnes qui avaient un titre de séjour valable, qui travaillaient avec un titre de séjour valable et qui sont restés dans leur emploi, qui n'ont pas renouvelé leur titre de séjour ou qui n'a pas été renouvelé, qui n'ont pas informé leur employeur, mais qui entre-temps continuent à cotiser, à payer parfois des impôts, à payer leur loyer, à avoir des enfants scolarisés, et on veut les régulariser. Ils n'ont pas commis de méfaits graves, il n'y a pas eu de troubles à l'ordre public, il n'y a pas de non-respect des valeurs de la République, ils n'ont pas été condamnés par la justice. Donc il y a un ensemble de critères qui sont ajoutés. On ne donne pas juste pour donner. Donc 8 mois de salaire, la personne n'a plus besoin de l'employeur. L'étranger on demande peut aller à la préfecture. La demande de l'employeur, ça soit à la demande du salarié directement. Voilà. C'est très clair. Edwige Diaz, vous allez nous dire. C'est toujours en cours d'écriture. C'est en cours d'écriture, mais il y a quand même un rapporteur spécial, il s'appelle Florent Boudier, il a très clairement esquissé une forme de compromis entre la version du Sénat, le pouvoir discrétionnaire au préfet, et le droit opposable dans la version initiale. Écoutez-le, vous nous dites à droite si vous pouvez ou pas voter ce type de compromis. Écoutez. La majorité sénatoriale défendait, il y a encore quelques jours, quelques semaines, quelques jours, le slogan d'une certaine façon « zéro régularisation ». Et elle a finalement validé la nécessité dans notre pays d'une politique raisonnée de régularisation, à la fois pour nos besoins économiques et pour les besoins de l'intégration des personnes concernées. Et sur ce point, je proposerai à notre commission, avec le collègue co-rapporteur, que nous puissions trouver une solution qui ne soit ni le droit automatique, général et absolu, qui pose une série de difficultés réelles, ni le pouvoir discrétionnaire du préfet tel que le Sénat a pu le prévoir. Et de ce point de vue, nous aurons bien sûr l'occasion d'en débattre longuement. Edwige Diaz, tel que esquissé par le rapporteur, cette réécriture de l'article 3, ça n'est pas exactement la version du gouvernement initial, mais ça n'est pas celle du Sénat.
vous votez oui ou vous votez non? Vous votez contre ou vous votez pour? Au Rassemblement national, dès lors qu'il s'agit de régulariser des clandestins, je vous le dis, c'est notre ligne rouge. Jamais nous ne validerons un projet de loi qui vise à régulariser les clandestins. Et le motif invoqué par monsieur le rapporteur général, qui consiste à dire que ça répond à des besoins en matière d'économie, c'est un motif qui est fallacieux. Il y a à peu près 350 000 offres d'emploi qui sont vacantes dans notre pays et en face de cela, il y a 5 millions de demandeurs d'emploi. Donc avant de régulariser des clandestins, parce que ce processus va peser à la baisse sur les salaires, il est temps de mobiliser une main-d'œuvre disponible, c'est-à-dire d'aller chercher des Français qui veulent travailler. Et moi, je ne partage pas du tout la position de la majorité qui vise à sous-entendre que peut-être les Français seraient des feignants et ne voudraient pas travailler. En tout cas, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs et les employeurs en témoignent. Ça, je pense que tout le monde peut être d'accord sur ces faits. Sur les associations de chefs d'entreprise, par exemple, ils ont dit non, nous ne souhaitons pas la régularisation des clandestins. Nous ne souhaitons pas être instrumentalisés par le gouvernement. Et oui, il y a des métiers qui ont des difficultés à recruter de la main-d'œuvre. Et c'est pour ça qu'avec Marine Le Pen, l'année dernière, à l'occasion de notre niche parlementaire, nous avons présenté une proposition de loi visant à revaloriser de 10% les salaires, moyennant une exonération des cotisations patronales. Alors, je ne suis pas surprise de vous entendre et je le regrette profondément. Fermer la porte sur cet article 3, on connaît la position du Rassemblement national. Peut-être plus intéressant, puisque vous êtes un peu en position stratégique au LR, est-ce que ce type de compromis, vous pourriez envisager de voter favorablement s'il vous était proposé dans quelques jours en commission puis dans l'hémicycle? Déjà, je voudrais simplement revenir sur la présentation qui a été faite. L'audition du ministre était intéressante parce qu'en réalité, ce n'est pas son projet de loi. Le texte qui a été adopté au Sénat est un texte qui a été construit par les sénateurs, les Républicains. Donc, il a présenté un certain nombre de points. Mais là où c'était assez intéressant, c'est pas tellement sur le contenu des propos du ministre de l'Intérieur, c'est simplement pour avoir effectivement la position des rapporteurs sur ce texte. Là, on entendait Florent Boudié sur l'article 3. On voit bien à quel point la Macronie est très divisée sur ce texte d'immigration. Nous, notre position, elle est très claire. À l'Assemblée, les députés les Républicains, les sénateurs les Républicains, nous sommes favorables et nous souhaitons, nous appelons de nos vœux à un changement de paradigme. Nous voulons changer la méthode de réflexion par rapport à cette thématique de l'immigration. Pour être bien clair, référendum, on a bien compris, changer la Constitution, on connaît la position des Républicains. C'est plus large que ça, prendrait beaucoup de temps. Nous souhaitons une vraie réforme constitutionnelle. Aujourd'hui, contrairement à un certain nombre de pays européens, nous sommes soumis notamment à la CEDH et au pouvoir très important des juges. La Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, c'est là une vraie difficulté. Donc, on ne veut pas être dans le vote d'un énième texte qui finalement s'ajouterait aux 30 précédents qui ont été adoptés, parce que la situation aujourd'hui... Vous voulez votre réforme et elle est bien plus vaste. Non, ce n'est pas notre réforme. C'est une réforme qui doit être efficace. Le texte de loi, les propositions qui ont été mises sur la table par la droite sénatoriale sont celles que nous portons également. Très bien, je les rappelle d'un mot. Titre délivré. Indéniablement qu'il y ait une réforme constitutionnelle. Ça, c'est nécessaire si on veut véritablement reprendre la main sur l'immigration, parce qu'aujourd'hui, nous la subissons et nous ne voulons plus la subir. Pour les Français qui nous regardent, je vais rappeler rapidement les mesures de durcissement du Sénat. Un titre délivré au cas par cas à la discrétion du préfet pour les travailleurs étrangers dans les métiers en tension, suppression de l'AME, durcissement des conditions du regroupement familial, réforme du droit du sol avec la fin de l'accès automatique à la nationalité à 18 ans, accès aux allocations familiales au bout de 5 ans au lieu de 6 mois et des quotas d'immigrés avec des plafonds fixés chaque année au Parlement. Cette réforme, ce sont les Républicains qui l'ont... les propositions des Républicains. Qui l'ont votée. Mais vous ne répondez pas, Madame Blein. Si on trouve un compromis tel que précisé par le rapporteur Boudié, est-ce que vous votez pour ou pas ? Écoutez, en l'état, nous n'avons pas connaissance de ce compromis. On peut esquissé très clairement le lire dans la presse. Et effectivement, il est encore... Et nous sommes pour des régularisations au cas par cas. Il faut faire confiance aux préfets. Il faut que ce soit les préfets qui décident et qui prennent les décisions de savoir qui vient sur notre territoire. Parce qu'en réalité, la proposition qui est portée par le gouvernement, c'est l'automaticité. Nous ne voulons pas d'une automaticité, d'une vague de régularisation. Donc nous sommes aujourd'hui défavorables à cette proposition. Celle qui a été trouvée par le Sénat est tout à fait équilibrée et redonne ce pouvoir au préfet qui est indispensable dans nos territoires.
Jérémy Jordanov, sur cette régularisation, ce titre de séjour pour les travailleurs dans les métiers en tension. Il n'y a pas de voie de passage. J'imagine qu'à gauche, les écologistes soutiennent la mesure, mais en l'état, on ne voit pas où est la majorité sur cet article. Déjà, en l'état, on est dans une réalité parallèle. Ce que propose la droite aujourd'hui, c'est-à-dire de sortir des traités, de s'affranchir du droit, ou ce que propose le Rassemblement national, c'est-à-dire d'expliquer aux Français que l'immigration, il peut ne plus y avoir du tout d'immigration et que les travailleurs étrangers, on n'en a pas besoin, ça n'est pas la réalité objective aujourd'hui dans le monde tel qu'il est. Il y a le réchauffement climatique, il y a des mouvements de population de partout sur la planète, il y a des gens qui frappent à nos portes, qui viennent en Europe. Il faut les accueillir dans des bonnes conditions. Sur l'article 3, humain. Vous le votez. J'y viens. Une fois que les personnes sont en France, qu'elles travaillent, c'est quoi notre devoir? C'est que ces personnes-là s'intègrent. Comment est-ce qu'on intègre les étrangers qui viennent et qui vivent sur notre sol? S'ils n'ont pas le droit de travailler, s'ils n'ont pas accès à la santé, s'ils n'ont pas accès à l'éducation, etc., on ne peut pas les intégrer. Ils sont là, ils sont sur notre territoire. Est-ce que vous répondez à l'argument de l'appel d'air que la droite et le Rassemblement national évoquent régulièrement? Regardez les chiffres dans les autres pays. Ça ne correspond à rien de réel et il ne faut pas faire peur avec l'immigration. L'immigration, ça existe. Il y a un chiffre très simple. Et il faut simplement savoir accueillir les personnes. Il y a un chiffre très simple. 16% des étrangers en situation régulière sont aujourd'hui en demande d'emploi. Donc, vous voyez bien qu'on n'a pas besoin massivement de régulariser. Si vous prenez les derniers chiffres de l'INSEE, est-ce que vous avez vu les dernières courbes? L'immigration n'a jamais autant augmenté que depuis ces 10 dernières années. Nous sommes aujourd'hui à près de 700 000 étrangers qui sont en situation irrégulière sur notre sol. Donc, le message que vous voulez envoyer est un message fallacieux parce qu'en réalité, vous voulez accueillir tout le monde. Mais en France, nous n'avons plus les moyens d'accueillir. Alors, Ludovic Mendes, pour la majorité, vous répond. C'est la question de l'appel d'air. Pour ceux qui nous regardent, les régularisations, ce sont les étrangers qui travaillent aujourd'hui ou qui pourrait venir demain? Non, c'est qui travaille aujourd'hui. Il faut être présent sur le territoire national depuis un certain temps. Il n'y a pas d'appel d'air. Depuis 8 je vais être honnête avec mois, vous. C'est ça, 8 mois de salaire à justifier? Ça peut être même plus, on peut aller jusqu'à 3 ans. On réfléchit justement, on est en train de réécrire l'article. Donc on est dans une discussion d'ouverture, de réflexion sur cet article. 3 ans de résidence et 8 mois de salaire. On réfléchit à tout ce qui est... Aujourd'hui, il n'est pas rédigé, on n'a pas d'accord définitif sur cet article. Il y a une proposition qui n'est pas un droit opposable, ce que j'ai dit tout à l'heure, ou alors à la main des préfets. C'est un entre-deux. Donc après, on va border les choses, comme on peut le faire sur d'autres sujets, comme sur le regroupement familial. Ils sont aux mains de l'État, en général. Oui, le ministre de l'Intérieur peut appeler, ou la Première ministre, les préfets en leur disant bon bah écoutez, plutôt limiter ou au contraire régulariser. Oui, est-ce qu'ils sont vraiment libres? Vu que ça reste à l'appréciation du préfet, le préfet peut prendre la décision, même si ça remplit le critère, de refuser. Là, l'idée, c'est que le préfet puisse toujours intervenir et dire, par exemple, cette personne, on a eu un grave trouble à l'ordre public, il est actuellement dans une procédure au tribunal, donc je ne veux pas lui donner. Il pourra faire ça. Par exemple. A posteriori. Donc, moi, je continue. Mais a posteriori, ça veut dire que c'est un droit de veto. Donc, à partir de là, ça veut dire que le titre de séjour n'existe pas. Sauf que donc, c'est pas a posteriori quand la personne a obtenu le titre de séjour, c'est au moment où on va lui remettre le titre de séjour. Automatique. Et je vais... Non, ce n'est pas vrai. Vous mentez sciemment et vous savez pourquoi vous le faites. Je vais être honnête avec vous. Le problème de cet article 3 aujourd'hui posé par les LR et le RN, c'est un feu de paille. C'est qu'ils ne veulent pas parler du reste du sujet parce que ça casserait leur motivation sur la volonté de changer la Constitution, dans le sens où tout ce qui est demandé pour pouvoir expulser plus facilement, pouvoir contraindre plus facilement sur le titre de séjour, pour ne pas revenir facilement sur le territoire national, c'est dans ce texte. Et étonnamment, on ne les entend pas parler de tout ça. On ne parle pas de la réforme du droit d'asile, même de la territorialisation de l'asile. Oui. On ne parle pas... Non, mais c'est important. Mais cet article, il est fondamental parce non, il n'est pas fondamental. C'est le ministre et le gouvernement lui-même qui l'a présenté comme tel. En tout cas, le fameux gentil avec les gentils. Mais il n'y a pas que ça. Et il vous faudra une majorité. Et là, on ne la voit pas. On peut parler des personnes qui sont en vulnérabilité, qui sont exploitées par des marchands de sommeil dans leur logement et potentiellement en situation régulière ou d'irrégularité. Toute la Macronie historique a écrit à la majorité. Bien sûr, mais ça n'empêche pas d'avoir un débat. À Daniel Cohn-Bendit, je pense à Philippe Aguillon, je pense à M. Grandjean, pour demander à ce que cet article soit dans le texte. Bien entendu, sauf que chacun en fait comme c'était un sujet important du texte, alors que ce texte composait plus de 20 articles, qu'aujourd'hui il en compose plus de 90, et que la réalité c'est que ce texte est un article
article, du moins cet article, est un article parmi les autres dans le texte et qu'il ne fait pas l'essence globale de ce texte. J'ai bien compris. C'est un ensemble et on attendra le débat parlementaire. Edwige Diaz, on va parler de l'aide médicale d'État. Je vais vous faire écouter un socialiste, François Solignac, pour qui c'est une véritable défaite que de la supprimer. Écoutez. On devait examiner un texte méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. On se retrouve avec un texte méchant avec tout le monde. Ce projet de loi désintègre plus qu'il n'intègre. Il accroît les contraintes et multiplie les motifs de contentieux. Au fond, on se demande qui est le vrai Gérald Darmanin, celui qui présente un texte en Conseil des ministres dont on a le sentiment qu'il s'inscrit dans un cadre républicain, ou bien celui qui donne des avis de sagesse coupable au Sénat parce que la fin justifie les moyens. Voilà, Edwige Diaz, ce député Hervé Solignac pour le PS qui rappelle que le ministre Darmanin n'a pas donné son avis pour ou contre la suppression, ça s'appelle la sagesse, de l'aide médicale d'État, transformée en aide médicale d'urgence liée aux maladies graves et aux douleurs aiguës. Bon courage pour définir ce qui est aigu et ce qui ne l'est pas. Déjà, je voudrais commencer à dire pourquoi, au Rassemblement national, nous sommes pour la suppression de l'aide médicale d'État et une transformation en aide médicale d'urgence. C'est parce que nous pensons à ces nombreux Français, à peu près un tiers des Français qui renoncent à se soigner faute de moyens et qui voient chaque année de plus en plus de clandestins, c'est-à-dire des personnes en situation irrégulière qui ont violé nos lois pour venir sur le territoire national. Mais l'un empêche l'autre véritablement. Bénéficier d'une palette de soins considérable, puisqu'il faut savoir que dans l'aide médicale d'État, tous les soins sont pris en charge, sauf les cures thermales et la procréation médicalement assistée. Donc nous avons réduit en 2019 par Édouard Philippe. Alors vous allez sur le site Service Public, donc un site quand même fait par le ministère, et ce que je vous dis y est. Et donc, l'année dernière, ce sont plus de 411 000 clandestins qui ont bénéficié de cette générosité à la française, unique au monde, pour un montant de plus d'1 milliard d'euros. Donc voilà pourquoi ORN, au nom de la justice sociale, aux hospitaliers qui parlent de problèmes de santé publique, même Renaud Revel, Nicolas Revel est sorti de sa réserve, le patron des hôpitaux de Paris, pour dénoncer une mesure contraire à la santé publique. La question, c'est ne pas les soigner peut avoir des conséquences sur les Français. Mais personne ne dit qu'il ne faut pas les soigner. Et je vous remercie de me donner l'opportunité de préciser la pensée du Rassemblement national. Et je voudrais écarter toutes les caricatures qui sont faites à notre rencontre. Nous ne voulons laisser personne mourir dans la rue, évidemment. Mais nous considérons que la rhinoplastie, par exemple, ne doit pas faire partie des soins pris en charge par l'aide médicale d'État. Et moi, je vois dans cette modification de l'AME une fracture béante entre les membres de la majorité, parce que vous avez M. Darmanin qui dit qu'à titre personnel, il est pour la suppression de l'AME. Entre-temps, vous avez une avalanche de ministres qui vous expliquent qu'ils sont contre la suppression de l'AME. Même Mme Borne vient tacler son ministre de l'Intérieur. Et finalement, M. Darmanin découvre qu'une suppression de l'AME serait inconstitutionnelle. Moi, je trouve que c'est dommage que le ministre de l'Intérieur découvre seulement maintenant que cette mesure est inconstitutionnelle. Et c'est pour ça qu'avec Marine Le Pen, nous proposons un projet de loi référendaire pour modifier la Constitution de manière à pouvoir opérer cette modification. Vous allez répondre à la fois à gauche et pour la majorité présidentielle. Vous êtes exactement sur la même ligne que le Rassemblement national sur l'AME. Vous réécririez le serment d'Hippocrate ? Non, mais le sujet de l'AME a été mis sur la table par les sénateurs. Il n'était pas prévu dans le texte initial. C'est un travail cavalier législatif, dit le ministre, qui n'a rien à voir avec ce projet de loi puisqu'il est financier. Mais le ministre n'est pas inconstitutionnel, le législateur n'est pas non plus un juge constitutionnel, donc on verra si c'est un cavalier comme il le prétend. En tout cas, puisque nous proposons une réforme constitutionnelle, ça peut effectivement être l'occasion de le mettre s'il considère que c'est un cavalier. Sur le fond, il n'y a pas de différence avec le RN ? Simplement, non mais c'est un travail et un sujet que les Républicains portent depuis très longtemps. Il y a aujourd'hui des vraies difficultés parce qu'il y a dans ce panier de soins des soins effectivement qui sont pris en charge par la solidarité nationale, alors même que parfois les Français n'arrivent pas à se soigner. Les opérations du nez, comme le dit Mme Diaz. Il y a la pose d'anneaux gastriques, le recollement des oreilles. C'est un travail très complet qui a été fait par ma collègue les Républicains Véronique Louwagie. Donc on a depuis très longtemps un rapport de Patrick Stefanini. Oui, mais il y a déjà un rapport qui a été fait par des parlementaires et notamment par Véronique Louwagie.
Donc c'est un sujet qui mérite effectivement d'être traité dans un texte qui a trait à l'immigration. C'est un sujet qui a été mis sur la table. Il s'agit là simplement de rétablir une équité et notamment si vous prenez par exemple un dispositif... Donc l'immigration purement médicale pour vous existe dans notre pays, le tourisme médical. L'aide médicale d'État doit être transformée, comme l'a fait le Sénat, en aide médicale d'urgence. Et je tiens... Et moi, je pense aussi qu'il y a un autre point sur lequel on pourrait avancer. La France est aujourd'hui le seul pays à délivrer des visas, des possibilités de venir sur le territoire pour simplement pouvoir effectuer des soins. Alors qu'on pourrait, à minima, considérer que les gens peuvent se faire soigner sur le territoire si, effectivement, ils n'ont pas possibilité de se faire soigner dans leur pays d'origine, ce qui aujourd'hui n'est pas exigé par notre droit. Il y a l'argument de forme, le cavalier, cet article ou cet amendement n'a pas sa place, et puis il y a l'argument de fond. Sur le fond, qu'est-ce que vous répondez à mesdames les députés? Même si le ministre de l'Intérieur n'est pas un juge constitutionnaliste, nous sommes, nous, garants, en tant que parlementaires et membres de la Commission des lois, de la Constitution. Et donc, il y a un article 40 ou un article 45 qui doit être respecté. Donc, si on part du principe que il y a l'engagement des dépenses, mais sur le fond. Mais au-delà de dépenses, c'est le fait du cavalier législatif. L'opération des oreilles, l'anneau gastrique. Sur le fond, il y a deux choses. Quand on dit qu'on ne veut pas changer l'AME, c'est au moins le terme de l'AME, parce que mesure d'urgence ne voudrait rien dire. Il faut aussi revoir la manière dont elle est appliquée aujourd'hui, parce qu'un bénéficiaire, et c'est nous qui l'avons changé, on a peut-être fait une erreur et on doit le reconnaître. Un bénéficiaire qui arrive, un demandeur d'asile, ne peut pas en bénéficier de suite. Il faut peut-être inverser justement qui peut bénéficier de l'AME par rapport à ce qui est en place aujourd'hui. Et oui, il faut revoir le panier de soins, parce qu'il y a un débat là-dessus. Sur quoi précisément? Sur certains sujets, on parle de rhinoplastie, on parle de certaines choses, mais si pour des raisons médicales, parce que la personne, il y a une comorbidité, il y a un risque pour sa vie, alors là, c'est le cas déjà pour n'importe quel Français aujourd'hui qui cotise à la sécurité sociale, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes divisé au sein même de la majorité là-dessus. Si, Sacha Houlié, il est très clair et il veut revenir à l'AME telle qu'elle existe aujourd'hui. On dit juste qu'on ne veut pas faire sauter l'AME. Comme c'est proposé aujourd'hui. On dit juste qu'on veut revoir le panier de soins. C'est du réglementaire et c'est du financier. Le rapport de Mme Louvagie, il est financier. Le rapport qui arrive le 4 décembre par M. Evin et M. Stefanini, un homme de gauche, un homme de droite, fait en sorte d'avoir quelque chose de plus complet d'un point de vue médical. Et il y a un vrai risque de santé publique. Sur le fond du sujet, on ne s'est jamais interdit de débattre sur quoi que ce soit. La réalité, c'est que malheureusement, certains disent vouloir combattre le RN pour gagner en 2027. Il n'y a plus une feuille de cigarette entre le RN et le LR sur énormément de sujets. Et d'ailleurs, la réforme constitutionnelle, vous leur avez piqué l'idée, ils n'arrêtent pas de le dire partout. Et c'est bien dommage parce que ce que nous proposons aujourd'hui dans cette réforme répond à tout. De toute façon, pour l'instant, tant que Emmanuel Macron est chef de l'État jusqu'en 2027, il n'y aura pas de référendum sur l'immigration. Donc aucune réforme constitutionnelle sur le sujet n'est possible. Et il faudrait 3/5. On n'en est pas là. Donc parlons d'aujourd'hui. Jérémy, on a un texte mis à l'ordre du jour. Mais vous êtes minoritaire. Mais nous sommes minoritaires. Malheureusement pour vous. Si le ministre veut véritablement changer de paradigme sur la question de l'immigration, il y a une possibilité le 7 décembre. La main est tendue. Je ne suis pas sûre qu'elle soit saisie. Jérémy Jordanov, sur l'AME, là, vous êtes prêt à soutenir le gouvernement pour qu'elle soit maintenue, soutenir la majorité? D'abord, il y a une erreur stratégique, ou en tout cas il y a un choix stratégique au départ du gouvernement de présenter le texte d'abord au Sénat. Et donc ça veut dire clairement que le gouvernement cherche une majorité avec la droite sur ce texte. Ce qui explique que nos collègues de la majorité ont complètement abdiqué sur l'article 3. L'article 3 qui n'était pas suffisant pour nous, ils ont complètement abdiqué et ils se rangent à la lecture de la droite. Pour ne pas dire plus. Et on découvre des débats nouveaux qui n'étaient pas du tout dans le texte sur l'aide médicale d'État. Mais c'était un scandale. L'aide médicale d'État, c'est soigner des gens qui en ont besoin, des gens qui sont sur notre territoire. C'est la santé de l'ensemble des Français et de l'ensemble des personnes qui vivent sur notre territoire qui est en jeu. Ce n'est pas un objet de débat pour agiter des peurs parce qu'on a besoin de quelques milliers d'euros ici ou là. C'est 0,4 ou 0,5% du budget de la sécurité sociale. Ça n'est rien, ça n'est pas ça le débat sur l'immigration en France. À ce stade, et je crois que ceux qui nous regardent ne voient pas la voie de passage politique, très clairement, pour recueillir une majorité absolue. Vous êtes prêts, en cas de 49-3, parce que c'est possible, il est possible que le gouvernement ait à y recourir, à déposer une motion de censure aux Républicains, au Rassemblement national? Nous sommes dans l'optique d'une fermeté très exigeante. Le Sénat a profondément modifié le texte du gouvernement. Le texte arrive dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Donc nous sommes résolus
à apporter notre pierre à l'édifice et à sauvegarder un certain nombre de modifications qui ont été apportées par le Sénat. Donc nous sommes dans une fermeté très exigeante. Fermeté exigeante. On va s'arrêter là, Ludovic Mendes. Le débat ne fait que commencer. Il arrive le 27 novembre en commission, 11 décembre dans l'hémicycle et vous pourrez suivre l'intégralité de ces débats parlementaires sur LCP. Merci beaucoup d'être venu débriefer cette audition. Demain, ne manquez pas un nouveau rendez-vous sur la chaîne parlementaire, 13h55 avec Brigitte Boucher et toutes les équipes de la chaîne parlementaire. Désormais, c'est une deuxième séance de questions au gouvernement le mercredi. Très belle soirée. Quant à moi, je vous dis à demain, 19h30. Merci de votre fidélité.